Il est 19h. Radio Côte d'Ivoire, le journal Tiemoko Diarasuba. À la une de ce grand journal, le calme est revenu ce soir à Mbayakro après l'affrontement dans la ville entre forces de l'ordre et élèves. Les élèves qui protestaient contre la mort d'une des leurs, dont le corps a été retrouvé la veille dans des situations bizarres. Le bilan fait état de plus d'une dizaine de blessés graves, dont 3 gendarmes. La gendarmerie de la ville a été également incendiée. La coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire va présenter des candidats pour les sénatoriales du 24 mars prochain. Des candidats qui iront à ce scrutin sous la bannière RHDP. C'est ce qui se profile à l'horizon, à entendre le porte-parole du RHDP que nous allons vous proposer dans ce grand journal. Dur pour les femmes agricultrices de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui se battent pour sortir de la pauvreté. Alors qu'il est difficile d'avoir des terres cultivables à elles, ces femmes ont du mal à trouver des intrants et utilisent encore des outils rudimentaires pour cultiver. Première tournée africaine du numéro 2 américain, Rex Tillerson se rendra au Tchad, en Éthiopie, en Djibouti, au Kenya et au Nigeria. Et puis à suivre également notre fête d'hiver de ce soir. Nous sommes le mardi 6 mars 2018. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Nous prenons tout de suite la direction de l'intérieur du pays, précisément à Mbayakro. Les choses sont rentrées dans l'ordre dans cette localité cet après-midi, après les affrontements survenus entre forces de l'ordre et élèves dans la ville. Ce mardi, une marche spontanée organisée par les élèves de Mbayakro pour protester contre la mort d'une des leurs, dont le corps a été retrouvé la veille, a tourné un affrontement entre les forces de sécurité de la ville. Ces affrontements ont fait une dizaine de blessés dans les rangs des élèves qui ont mis à sac les locaux de la gendarmerie. On parle également de blessés parmi les éléments des gendarmes. Retour sur la situation qui a prévalu ce matin à Mbayakro avec notre correspondant dans la région. Le calme est enfin revenu dans la ville de Mbayakro suite à la marche de protestation organisée par les élèves du lycée moderne pour crier leur ras-le-bol après la découverte du corps de l'élève Glaou Herman Chanceline, âgé de 14 ans en classe de 5e 3. Une marche qui a dégénéré lorsque les manifestants ont tenté de prendre à partie l'auteur présumé du crime. Les forces de l'ordre sont intervenues en faisant usage de gaz lacrymogène et de tirs en l'air pour disperser les marcheurs. Furieux, les manifestants ont saccagé et incendié la brigade de gendarmerie. Le bilan provisoire fait état de nombreux blessés graves, dont 3 gendarmes. 11 personnes ont été interpellées, dont des civils et élèves. Les ambulances venues des localités environnantes ont évacué les blessés. La population, quant à elle, s'est terrée chez elle. C'est un camp plat. À Mbayakro, les forces de l'ordre de Daoukro, Bouaké et Dimokro sont venus en renfort pour porter main forte aux éléments positionnés sur place à Mbayakro. Le préfet du département de Mbayakro, préfet par intérim de la région de Lifou, Mba Blaise, tout en manifestant son indignation face à ce crime, a appelé la population au calme. Il a également rassuré cette population quant à une suite judiciaire à ce crime odieux. Pour rappel, Glaou Herman Chanceline, âgé de 14 ans, classe de 5e 3 au lycée moderne de Mbayakro, a été retrouvée morte égorgée et son corps a été découvert dans l'enceinte de la prison civile de Mbayakro, précisément dans une maison inachevée. Un crime qui a suscité ce mardi une marche de protestation dans la ville de Mbayakro. Honorine Niaré, de retour de Mbayakro pour Radio Côte d'Ivoire. Merci à vous, Honorine Niaré. Je vous le disais en titre, tout est en train d'être mis en place pour que les partis qui composent le Rassemblement des Oufoutistes pour la démocratie et la paix aillent au sénatorial du 24 mars prochain en RHDP. Annonce faite par le porte-parole du RHDP. Une réunion a été organisée hier mardi au siège du RDR rue Le Pic pour plancher sur la question, alors que la date butoir pour le dépôt des candidatures est fixée au 9 mars prochain. Je vous propose d'écouter Touré Mamadou, porte-parole du RHDP. Le RHDP est déjà, le 3 août 2015, notre alliance politique s'est transformée en groupement politique, reconnu par le ministère donc de l'Intérieur. Le RHDP a été aux élections présidentielles. Le RHDP a été aux élections législatives. Et pour les élections sénatoriales, nous privilégions le RHDP. La prochaine étape pour nous, c'est d'aller au parti unifié. Et tout concourt aujourd'hui à faire en sorte que nous ayons le parti unifié. Et le parti unifié, c'est pour la paix et la stabilité dans notre pays. Le comité de haut niveau qui a été mis en place doit définir les conditions et les modalités pour y aller le plus rapidement possible. Et ce comité est en train de travailler sereinement. Nous attendons donc les résultats
des travaux de ce comité qui sera soumis à la validation finale des deux leaders des principaux du RHDP, c'est-à-dire les présidents Alassane Ouattara et Henri Konaté Didier. Le secrétaire d'État Touré Mamadou, par ailleurs porte-parole du RHDP. Le 21 novembre dernier, la population de Fronan a eu mal à partir avec les agents locaux de l'Office ivoirien des parcs et réserves. Un malentendu qui a conduit au saccage des bureaux de l'OIPR et de la Sceaux des Forêts ainsi que ceux des eaux et forêts de Katiola. Population et agents des eaux et forêts se regardent donc désormais en chaîne de faïence là-bas. La ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable est allée ce week-end sur place pour ramener le calme et sensibiliser les populations au respect des biens publics et des symboles de l'État. Témoin pour Radio Côte d'Ivoire, Patrick Nguessan Mboa. Il y a quelques mois, des agents de l'Office ivoirien des parcs et réserves de Côte d'Ivoire, OIPR, ont été victimes d'une colère de la part des jeunes de Fronan, localité située dans le département de Katiola. Des agents qui, dans l'exercice de leurs fonctions, s'attellent chaque jour à préserver cette réserve de faune et de flore du Haut-Bandama d'une superficie de plus de 120 000 hectares qui a aujourd'hui un joyau écologique pour la région du Yambol. L'émissaire du gouvernement, Anne Désiré Ouloto, qui a déploré le comportement de ces personnes qui agressent cette réserve en y créant des plantations, leur a recommandé le respect des institutions de la République et des symboles de l'État. Nous sommes venus condamner cette façon d'agir en leur disant que nous avons le droit de faire des revendications, mais que nous ne devons pas revendiquer par la violence. Nous ne devons pas exiger des choses qui ne sont pas négociables. Une réserve de faune et de flore a une fonction qu'il nous faut préserver dans l'intérêt des populations actuelles, mais également dans l'intérêt des générations futures. Nous devons tout mettre en œuvre pour obtenir un équilibre environnemental qui permette aux populations de vivre aisément. Tous ont bien perçu ce message. Koulibaly Fatoroman a dit au chef des cantons. Vraiment, je déplore ce qui s'est passé. Le Fronan n'est pas fait pour ça. L'État Bada, c'est l'homme de la paix. Ouattara Nyelfanga, président des jeunes. C'est comme si c'est l'ignorance, ce qui s'est passé là. Donc, on est obligé de suivre ce que le gouvernement dit. On demande beaucoup pardon à l'État. Patrick Nguessan Mboa, Radio Boaké pour Radio Côte d'Ivoire. Restons à l'intérieur du pays pour vous dire que les populations de la ville de Transua, c'est dans la région du Gontougo, dans le nord-est du pays, ont organisé une cérémonie d'hommage au chef de l'État. Elles ont remercié le président Alassane Ouattara pour les nombreuses actions de développement posées dans leur commune. Des détails avec Meshach Steve. C'est en présence d'une population heureuse que le maire de la commune de Transua a traduit la reconnaissance du peuple bron au président de la République de Côte d'Ivoire pour l'électrification de plusieurs localités de sa commune. Tano Kwabenan Isaac. Quand on devrait arriver à Transua, il n'y avait pas de route pour venir non seulement à Transua, mais il n'y avait pas de route dans la commune. Aujourd'hui, vous pouvez faire le tour des 38 km de la commune parce qu'il y a de la route partout. Il n'y avait que 6 villages sur 22 électrifiés. Je voudrais m'arrêter à ce propos pour féliciter le chef de l'État. Aujourd'hui, nous sommes à 18 villages sur 22 électrifiés et allumés. Les 4 autres villages qui sont restés sont passés au programme d'électrification du chef de l'État. Donc d'ici juillet, nous allons faire 100% des 22 villages électrifié. Présent, le président de la Fédération des mutuelles de développement du département de Transua se réjouit des actions du président de la République, Kwadjo Sey. Le visage général que présentait Transua, c'était désolant. Mais aujourd'hui, Transua, c'est l'espoir. Transua a un nouveau visage et toute la population reconnaissante des actions du président de la République le lui reconnaît et lui rend cela. Au cours de cette même célébration, les populations de Transua ont réitéré leur soutien au maire Tano Isaac, qui a été distingué meilleur maire des villes de l'intérieur par l'Inter-Africaine de communication et de sondage ICS au titre de l'année 2016-2017. Meshach Steve, Transua pour Radio Côte d'Ivoire. Le directeur général du fonds de prévoyance de la police rassure les prestataires. Tous les engagements du fonds seront respectés. À ce jour, la structure de prévoyance sociale des policiers reste devoir plus de 3 milliards de francs CFA à ses prestataires. Une dette qui date de 2001, mais qui, selon la nouvelle équipe, sera payée. L'actuel directeur général a rassuré l'ensemble des prestataires lors d'une rencontre tenue ce jeudi au siège du FPPN. Écoutez le commissaire Jacques Kedjane, c'est le directeur général du fonds de prévoyance de la police nationale. Nous restons devoir à ces structures-là beaucoup d'argent. Ça fait que ces structures aussi ont des difficultés. Il était important qu'on les rencontre pour que nous puissions voir dans quelle mesure
nous pouvons régler leurs factures pour qu'eux puissent continuer de prendre en charge les policiers. Et depuis 2001, le cumul de ces factures tourne autour de 3,9 milliards. C'est que les blessés en service commandé, les accidentés en service, les malades en service sont une charge régalienne de l'État de Côte d'Ivoire. Mais le fonds de prévoyance de la police nationale s'est substitué à l'État depuis cette date-là jusqu'à aujourd'hui. Et les comptes ont été déséquilibrés jusqu'à aujourd'hui. L'État n'a pu accorder cette subvention d'équilibre pour que nous puissions fonctionner normalement. Les 3,9 milliards que nous réclamons, c'est l'État qui devrait le faire. Le commissaire Jacques Kadiané, directeur général du Fonds de la prévoyance de la police nationale. Une page de santé dans ce grand journal. On se souvient, le gouvernement ivoirien avait demandé et continue d'ailleurs d'inviter les populations à observer les précautions et les mesures pour éviter de contracter la fièvre Lassa. Certains pays voisins avaient enregistré des cas. On parle au total de 1081 cas suspects, dont 90 décès dans 18 pays sur la période allant du 1er janvier au 25 février 2018. La fièvre Lassa est une maladie virale et contagieuse. Comment se contracte la fièvre Lassa? La réponse avec Daouda Coulibaly, c'est le sous-directeur de l'Institut national de l'hygiène publique. La fièvre Lassa est une fièvre virale hémorragique qui se contracte de deux façons. Soit vous rentrez en contact avec un animal infecté, un rongeur qu'on appelle le rat, un rat à mamelles multiples. Si vous rentrez en contact avec les sécrétions de ce rat, vous pouvez contracter la maladie. Soit vous rentrez en contact avec un malade déjà affecté par la fièvre de Lassa, à travers ses sécrétions également, son sang, ses urines, ses selles, vous pouvez contracter la maladie. Si vous rentrez donc en contact avec ces sécrétions-là, vous avez 2, 3, 4, jusqu'au maximum 21 jours pour présenter des signes. De la fièvre, des maux de tête, des douleurs abdominales, une fatigue, des douleurs musculaires. C'est des signes qui ressemblent à ceux du paludisme, à ceux de la grippe. Donc, devant ces signes-là, il faut se rendre dans le centre de santé le plus proche. Là-bas, le médecin va vous faire un prélèvement de sang. Le docteur Daouda Coulibaly, sous-directeur de l'Institut national de l'hygiène publique. Le monde entier va célébrer jeudi prochain, 8 mars, la journée internationale de la femme. Radio Côte d'Ivoire vous propose toute cette semaine une série de reportages et dossiers sur les réalités et le quotidien des femmes, toutes couches sociales confondues. Rendons-nous dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour comprendre comment les femmes sur place là-bas font main et pieds pour sortir de la pauvreté et être autonomes. Elles cultivent la terre pour produire du vivrier et des cultures de rente, des travaux champêtres exercés avec beaucoup de difficultés, travail manuel et pas d'intrants pour augmenter la production, le tout couronné par la difficulté d'avoir accès aux terres arables. Le reportage de Gervais Kouassi. L'Ouest montagneux est un véritable grenier de production issu des cultures vivrières et ce grâce à l'action des braves femmes. Ces femmes qui individuellement ou regroupées en association travaillent la terre. C'est le cas de l'Union Nitani des Fakobli dans la région du Guémont qui en son sein plus d'une cinquantaine de femmes. Dame Valérie Soudier en est la présidente. Les champs de manioc, 2 hectares. Le riz, nous avons 4 étangs casiers. Maïs, 1 hectare. Quand on travaille, on est heureux. Un peu d'argent à subvenir à nos besoins et puis de la famille. Dans la région du Tongbi également, le travail de la terre est l'affaire des femmes qui entendent lutter contre la pauvreté et leur autonomisation. Madame Gbagu Adel, présidente de l'association Toto du village de Gbepleu dans le département de Mans. 5 hectares de champs, de manioc, riz, de bas-fonds, 2 hectares. Avant, nous demandons de l'argent aux gens, mais à partir de ce jour, nous pouvons nous prendre en charge. Cependant, les braves femmes qui cultivent la terre éprouvent des difficultés liées à la mévente et à l'écoulement des produits. Écoutons à nouveau Dame Gbagu Adel. Ceux qui achètent le manioc prennent le manioc moins cher à les planteurs pour aller revendre plus cher. Et nous ne gagnons rien. Nous demandons au gouvernement de faire des routes pour que ceux qui viennent payer les maniocs puissent rentrer facilement. Elle est soutenue dans ses propos par la présidente de l'Union des coopératives du vivrier de l'Ouest montagneux qui, elle, souhaite la mécanisation de leur technique culturelle. Madame Simone Sieni. On ne peut pas continuer de travailler avec la daba, avec la machette. Pour faire plusieurs hectares, c'est avec les machines. Nous appuyons en intrant. Hormis ces difficultés, il y en a d'autres d'ordre culturel. La femme n'a pas droit à la terre chez les dents. Cette pratique est rétrograde, nous dit la présidente de l'Union interrégion des femmes productrices de café, cacao, palmier à huile, EVA et du vivrier de Côte d'Ivoire. Demandé Delmarie-Thérèse, fille de la région du Tongbi. J'ai fait le tour des villages pour dire aux chefs que les filles ont besoin aussi de faire les champs de café cacao. Et en faisant ces champs de culture de ronde, ça les rapporte et ça rapporte aussi à les filles
et à leurs enfants. Si le développement de ce pays repose sur l'agriculture, alors il faudra compter avec les femmes du monde rural dans le développement du pays à travers leur abnégation dans les travaux champêtres. Gervais Kwasi, Mans, Radio Côte d'Ivoire. Et puisqu'on en parle en Côte d'Ivoire, l'édition 2018 de la Journée internationale de la femme met l'accent sur l'inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune femme rurale. Comment mobiliser tous les acteurs locaux et les partenaires techniques et financiers pour un engagement fort autour de la question de l'autonomisation de la femme en Côte d'Ivoire? Quelle stratégie faut-il mettre en place pour une pleine participation des femmes, notamment celles des zones rurales, au processus de développement? Adama Bakayoko attend vos différentes réactions, des suggestions. Demain, mercredi, sous le coup de 6h30, au 20 21 44 48 ou au 20 24 27 87. Le débat est aussi ouvert sur la page Facebook de Radio Côte d'Ivoire. Radio Côte d'Ivoire n'est seul mot, donc tout attaché. Le numéro 2 américain entame depuis aujourd'hui sa première visite en Afrique. Il sera sur le continent pendant une semaine et passera par le Tchad, l'Éthiopie, Djibouti, le Kenya et le Nigeria. Officiellement, on parle de contre-terrorisme, paix, sécurité, promotion de la bonne gouvernance et renforcement des intérêts commerciaux. On dit que c'est les sujets qui seront évoqués par Rex Tillerson. Rex Tillerson qui va devoir avant tout rattraper les erreurs et les propos de son président Donald Trump. Nul doute que le voyage de Rex Tillerson sera suivi avec intérêt, alors qu'en janvier, le président Trump traitait plusieurs nations africaines, je cite, du pays de merde. Tout pour le secrétaire d'État, il va donc falloir recoller les morceaux et démontrer la bienveillance américaine vers l'Afrique, autant que le Tchad fait partie, d'autant plus que le Tchad fait partie des étapes clés, bien sûr, de cette tournée. Dans tous les cas, le secrétaire adjoint explique que le voyage doit aider les pays à régler leurs problèmes et à construire des institutions fortes en citant les crises politiques au Kenya et en Éthiopie. À Addis Abeba, Rex Tillerson va s'entretenir avec les dirigeants de l'Union africaine pour évoquer les crises du moment, notamment au Soudan du Sud, à RDC et en Somalie. Et c'est sur cette information que nous mettons au terme à la première partie de ce grand journal, la seconde étant réservée donc aux faits divers. Mais avant d'y arriver, retenez pour l'essentiel que le calme est revenu ce soir à Mbayakro après l'affrontement dans la ville entre forces de l'ordre et élèves. Des élèves qui protestaient contre la mort d'une des leurs dont le corps a été retrouvé la veille dans des situations bizarres. Le bilan fait état de plus d'une dizaine de blessés graves, dont 3 gendarmes. La gendarmerie de la ville a été également incendiée. La coalition au pouvoir va présenter des candidats pour les sénatoriales du 24 mars prochain. Des candidats qui iront à ce scrutin sous la bannière RHDP. C'est ce qui se profile à l'horizon, à entendre le porte-parole du RHDP. Dur pour les femmes agricultrices de l'ouest de la Côte d'Ivoire qui se battent pour sortir de la pauvreté. Alors qu'il est difficile d'avoir déjà des terres cultivables à elles, ces femmes ont du mal à trouver des intrants et utilisent encore des outils rudimentaires pour cultiver. Et puis, je vous le disais à l'instant, première tournée africaine du numéro 2 américain, Rex Tillerson se rendra au Tchad, en Éthiopie, en Djibouti, au Kenya et au Nigeria. Le pont Félix Houphouët-Boigny au plateau a servi de cadre idéal pour des gangsters pour commettre un braquage. Un braquage qui leur a remporté des millions de francs CFA, nous dit Diakité Ibrahim. Les faits divers, ça se passe ici. Certains films hollywoodiens constituent une vraie source de formation pour les bandits, au point où certaines de leurs prouesses peuvent être prises pour réaliser des films qu'on nommerait braquage à l'ivoirienne. Revenons à notre affaire. Révélée par le site internet l'infodrome.com, le jeudi 15 février, Rabdo S est magasinier dans une entreprise. Il est mandaté par celle-ci pour aller livrer des sacs de lait à un gros client basé à Trècheville. Après la livraison, le client lui remet entre les mains la somme de 6 300 000 francs CFA. De l'argent selon des sources correspondant au prix de la marchandise qui lui a précédemment été livrée. Après la transaction, le magasinier rejoint le chauffeur à bord de leur véhicule de livraison. Puis, celui-ci démarre en direction des locaux de leur usine. En quittant la commune de Trècheville, les 2 employés décident de passer par le pont Félix Houphouët-Boigny au plateau. Les choses qui semblent bien se passer dans l'ensemble vont prendre une autre tournure. Après une brève circulation de quelques minutes sur le pont Houphouët-Boigny, alors que le véhicule de livraison négocie la descente du pont, une autre voiture de marque Toyota de type RAV4 qui le suivait jusque-là le dépasse à toute vitesse. Puis ce véhicule vient subitement couper devant la camionnette de livraison de lait, contraignant le chauffeur
de Rabdo à un arrêt forcé en freinant brutalement. Le temps que les occupants de la camionnette se posent la question sur cette façon de conduire, qui sûrement allait être suivie d'injures comme le font généralement les conducteurs, la réponse qu'ils auront de cette question va complètement dépasser le magasinier et son chauffeur. Un des 4 occupants du petit 4x4 a la curieuse manœuvre, même pied à terre. Ce dernier, arme au poing, fonce sur les 2 livreurs et leur intime l'ordre de ne point faire de geste, du moins autre que celui répondant à ses injonctions. Aussi vrai que cela puisse paraître, le malfrat est très au fait de l'agenda de ses 2 victimes. Le gangster réclame à ces derniers le sac contenant tout l'argent qu'elles viennent d'encaisser. De peur de prendre une balle, au dire de Rabdo et son collègue, il s'exécute en remettant le sac d'argent au criminel. Celui-ci rejoint aussitôt ses 3 complices à bord de leur véhicule qui démarre en trombe. Après avoir retrouvé leur sens et compris qu'ils ne rêvaient pas, le magasinier et le chauffeur, qui prétendent n'avoir pas pu relever la plaque d'immatriculation de la voiture des malfrats, alertent leurs responsables, auxquels ils expliquent qu'ils viennent d'être victimes d'un hold-up sur le pont Félix Houphouët-Boigny. Puis, ils se rendent à la police qui ouvre une enquête. Une enquête qui permettra de faire tout l'éclairage sur cet acte de banditisme présumé. Parce que celui-ci ne manque vraiment pas de zone d'ombre, vu que ces présumés criminels, pas du tout des devins, pour savoir que Rabdo et son compagnon iraient livrer un client et transporteraient plus de 6 millions de francs CFA. Un complice leur a sûrement filé l'information. Alors l'enquête de la police serait de savoir le ou les complices. Car en pareille situation, tous sont suspects. Le magasinier et son chauffeur, le client, celui à qui le lait a été livré et pourquoi pas les responsables de l'entreprise qui ont envoyé leurs employés. Attention, ne parlez donc à personne de vos retraits d'argent ou transactions financières, car l'argent n'aime pas le bruit. Les faits divers. Et c'est la fin de ce grand journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Kolo Koulibaly et Famille André qui m'ont aidé à le préparer et à vous le présenter. L'info sera de retour tout à l'heure à 21h et 22h. 2 bulletins présentés par Guénébo Karamoko. Demain 19h, Asta Sidibé sera là. C'est elle qui va prendre la relève. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine, c'est-à-dire lundi, avec le même plaisir. À lundi. C'était le journal présenté par Tiemoko Diarasuba.